blague à part, on a parlé de bullshit job et je pense que tous ici, on a de la chance parce qu'il y a 0 bullshit job dans cette salle. Et c'est une bonne transition pour parler de bonheur au travail. Je vais vous demander d'accueillir sur scène notre second témoin inspirant. Il s'appelle Alexandre Jost. Il est fondateur de la Fabrique Spinoza. Vous êtes également fondateur de l'Université du Bonheur au Travail. Et vous allez nous faire un petit pro bono talk. Avec grand plaisir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être là avec vous pour partager quelques pensées sur Pro Bono Lab et plus largement la question du bonheur au travail. Alors, j'avais envie de commencer par tout simplement une bonne nouvelle. On parle de générosité, de mécénat, on parle d'altruisme. Et en fait, on oublie que le premier bénéficiaire de l'altruisme, eh bien, c'est celui qui le prodigue. Alors évidemment, il faut aller suffisamment bien soi-même. Dans un avion, quand les masques à oxygène tombent, on demande aux gens de le mettre sur eux-mêmes avant d'aider leurs voisins, leur famille, leurs femmes et même leurs enfants. Donc il faut d'abord aller suffisamment bien. Mais si on va suffisamment bien, alors faire du bien, ça fait du bien. D'après le livre de Mathieu Ricard, Plaidoyer pour l'altruisme, eh bien, la personne généreuse vit plus longtemps. Elle est même plus heureuse. Par contre, si elle délivre de l'altruisme dans le désir d'être plus heureuse, alors les bénéfices sont moindres. Donc il faut être altruiste, mais de manière totalement désintéressée. Pour moi, la magie de l'altruisme, c'est qu'elle est en plus contagieuse. Vous connaissez peut-être cette anecdote d'une chaîne de restauration canadienne qui s'appelle Tim Hortons, où au début des années 2000, eh bien, un client arrivait devant la caisse pour régler son café, dans sa grosse voiture nord-américaine, eh bien, se voit dire qu'en fait, son café était réglé par la voiture d'avant. Qu'est-ce qu'il fait? Il décide de régler le café de la voiture d'après, et ainsi de suite, et ainsi de suite. 228 fois de suite, jusqu'à la fermeture de la chaîne de restauration. Je suis convaincu que l'altruisme est quelque chose qui est lié à la nature humaine. Dans son livre « La bonté humaine », Jacques Lecomte, le psychologue, défend cette thèse. Et il nous dit plutôt que nous serions bons par nature, mais nous désapprenons la bonté à 5 ans, puis à 12 ans, par caps successifs, lorsque, à 12 ans, je vois quelqu'un qui fait un clin d'œil, qui doit avoir un enfant de 5 ans, qui pique les jouets de son petit camarade à la crèche. Ah non, après la crèche. Et qu'à 12 ans, avec les normes sociales, on le désapprend à nouveau. Donc l'altruisme, quelle matière magnifique que l'on peut développer, et surtout ne pas laisser s'effriter. Alors, finalement, l'altruisme, est-ce qu'il est bon aussi pour le travail? Alors, lorsqu'on s'engage sous forme de mécénat, eh bien, on développe de l'agilité, parce que peut-être qu'il y a un peu moins de process dans ce mécénat. On se responsabilise. Il y a souvent un décalage entre l'autonomie dont on fait preuve dans sa vie personnelle et parfois celle qu'on nous accorde dans le monde de l'entreprise. On apprend à travailler en plus grande diversité. Et puis, j'ai recherché les travaux d'un psychologue social qui s'appelle Florent Bonnel à l'Université de Toulouse et qui dit qu'il y a quelque chose de magique parce que lorsque je reviens d'une expérience de mécénat en dehors de mon entreprise, eh bien, j'ai développé une juste appréciation de mon efficacité individuelle versus mon efficacité collective. Alors, il interroge des gens avant d'aller faire du mécénat, il leur demande sur un axe, est-ce que vous pourriez placer à quel point vous êtes une star, axe horizontal, et à quel point votre équipe est une star. Et puis alors on voit que les gens, biais d'optimisme, foi en soi-même, eh bien les gens ont toujours à penser qu'ils sont beaucoup plus compétents que les autres, et après avoir fait du mécénat de compétences, ils reviennent et se disent « Ah mais en fait, finalement, par rapport à cette ligne de démarcation, eh ben, l'équipe est peut-être pas si mal en comparaison de mon propre génie. » Et ça me paraît être un premier élément intéressant en termes de bénéfices de l'engagement du mécénat. Alors, pour autant, est-ce qu'il n'y aurait pas ce bénéfice, on ne peut le récolter que si on s'approprie véritablement la générosité. Alors, pour le dire différemment, une entreprise qui se dirait « moi je vais être généreuse en donnant de l'argent », eh bien, n'en recueille pas forcément autant de vertus. Par exemple, lorsque une banque australienne effectue des dons via sa fondation, elle s'aperçoit que les gens dans l'entreprise sont un petit peu plus contents, bon, marginalement, mais que lorsqu'elle demande aux collaborateurs de flécher pour chacun d'entre eux leur part, leur quota
de ce don de l'entreprise. Donc si l'entreprise donne 1 million, qui a 1000 salariés, eh bien chacun flèche 1000 euros de don. Eh bien dans ces cas-là, le bienfait est nettement supérieur. L'altruisme d'une organisation n'est bénéfique pour les collaborateurs que lorsqu'ils en sont vraiment acteurs. Et il me semble que Pro Bono Lab, alors je tiens à dire que je ne suis pas là pour faire la pub de Pro Bono Lab, mais quand même, je trouve que c'est une très belle initiative, donc je ne peux m'empêcher de le faire un petit peu, mais en le faisant, eh bien, science à l'appui, me semble-t-il. Alors, on pourrait se poser la question, mais tous ces bénéfices de bonheur liés à l'altruisme, est-ce qu'on continue à les récolter par-delà son moment d'engagement? Eh bien, je pense que oui. Je pense que oui, parce qu'on a appris à être plus coopératif, et que cette vertu-là, elle perdure après dans son travail. C'est l'entreprise Carrefour qui a essayé d'inviter ses caissiers et caissières à déterminer en bon concert quels sont les horaires et les jours auxquels chacun travaille. Plutôt que de se dire, eh bien, on va y avoir un manager génial ou un algorithme de répartition du temps de travail, eh bien, la croyance en la foi humaine, de la capacité à coopérer, à dialoguer, génère dans ces cas-là une bien meilleure allocation des horaires et finalement un mieux-être des collaborateurs et collaboratrices en caisse. Donc la coopération, je pense que cette vertu-là, elle perdure. La confiance en soi, vous savez, c'est ce collègue qui quitte l'entreprise, dont on va finalement par curiosité voir le LinkedIn à ce moment-là et on découvre « waouh !» ou alors au pot de départ « mais tu as fait tout ça, moi qui trouvais que tu étais plutôt un bon collaborateur avec ton équipe 3-4 personnes, tu as coordonné une équipe de 80 bénévoles d'un morceau du festival Solidaise pendant 6 mois avec une responsabilité financière énorme et humaine et des tensions et peu de moyens. Ah bah bravo. Et je pense que la confiance en soi, elle perdure lorsqu'on a réalisé une aventure de mécénat revenu dans son entreprise. Et puis peut-être que le point le plus important, c'est tout simplement la question du sens. Alors on pourrait dire, est-ce que quand je reviens dans mon entreprise, je me dis pas finalement, oui, mais à quoi bon tout ça? J'étais quand même beaucoup mieux hier à aller agir pour telle ou telle cause. Eh bien, mon caractère optimiste me fait me dire que on revient avec un appétit de sens, et que ce sens, il peut se développer, il peut se nourrir. Alors, ne soyons pas angéliques. Chers collègues, non, je ne sais pas comment t'appeler, chers amis qui m'introduisaient, me présentaient juste avant, tu parlais de bullshit jobs, je pense qu'il y a des métiers qui ont peu de sens dans les organisations, c'est vrai. Malgré tout, je pense que revenu avec un appétit de sens, il y a 44% des Français qui pensent que leur travail ne contribue d'aucune manière au sens de leur vie. C'est un baromètre national du bonheur au travail qu'on a réalisé à la Baruch Spinoza. Donc ce chiffre est un peu salé, on va dire. Malgré tout, on est capable ou bien de redonner, ou bien de rechercher le sens. Je vais prendre un exemple. Alors, vous connaissez les techniques du pourquoi, du pourquoi, du pourquoi, se demander pourquoi je fais ce travail, mais quel est le pourquoi du pourquoi, et ainsi de suite. C'est des méthodes simples, mais qui permettent de retourner à un sens supérieur, mais peut-être plus pratique. Moi, j'aime beaucoup l'exemple de cette entreprise Favi, qui est un peu devenue une tarte à la crème pour ceux qui connaissent le mouvement des entreprises libérées, mais dans laquelle le patron dit, eh bien, moi, je pense que vous, ouvriers dans une fonderie qui fabrique des pièces détachées automobiles, eh bien, il faut que vous puissiez vous réorganiser par mini-usine. Une machine est une mini-usine avec moins de 10 ouvriers à travailler pour un client. Et lorsqu'il demande à l'une de ces mini-usines, est-ce que vous pourriez retrouver un sens qui aille au-delà de fabriquer des belles pièces, des pièces parfaites, etc. Après, c'est de creuser les méninges. Eh bien, il y a une mini-usine qui dit, nous, on pense que notre sens profond, c'est faire en sorte que Peugeot nous aime. Fallait quand même aller le chercher, ça. Et munis de cette vision, de ce sens supérieur qu'on les a invités à trouver et qu'ils ont réussi à faire émerger, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils se mettent à faire? Eh bien, ils se mettent à insérer dans les paquets avec les pièces détachées, ils rajoutent un petit cadeau, une petite fleur, un petit jouet. Vous vous rendez compte l'effet pour le client qui reçoit ça? Donc je suis persuadé que revenu d'une mission de mécénat, cet appétit de sens, certes, est à la fois une bombe à explosion pour l'entreprise, mais aussi un magnifique vecteur pour pouvoir le redonner, ce sens. Alors, une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on peut maintenir ce souffle, cet appétit de sens qui revient?
j'ai envie de vous raconter une histoire qui mélange la question du sens, du bénévolat, du mécénat et du travail. Eh bien, il y a 4-5 ans, dans une réunion de bénévoles à Fabrique Spinoza, je dis à deux personnes que je ne connaissais pas, Amélie et David, je leur dis « Et si on crée l'université du bonheur au travail ?» Derrière cette idée, c'est créer un projet qui a accueilli une centaine de personnes chaque année pour 3 jours de formation sur le bonheur au travail, avec 100 bénévoles derrière qui travaillaient. Donc, vous voyez le ratio, vous connaissez beaucoup des formations, vous avez 100 bénévoles agissant, intervenant pour 100 personnes qui sont là pendant 3 jours. Et de cette aventure est née une très belle université, on l'a fait cette année, si vous voulez y venir, n'hésitez pas, c'est la séquence pub, à la fin du mois. Il est resté un concept que je trouve fort, c'est que ces personnes ayant suivi 3 jours de formation sont invitées après à devenir, rester des passeurs du bonheur au travail. Notre invitation à ces gens, c'est une fois que vous êtes outillés, formés, énergisés sur cette question du bonheur au travail, est-ce que vous seriez capable, revenu dans votre organisation, de continuer de manière volontaire, bénévole, certes en plus de ce que vous faites, mais à mobiliser d'autres collègues sur ce thème, qui eux aussi y croient, qu'autour de ces autres collègues, on mobilise d'autres collègues, qu'on forme des petits groupes, et que progressivement, en utilisant les outils des communautés agissantes et inspirées, pour ceux qui connaissent Frédéric Laloux ou Make Sense, ou Jean-Michel Cornu, par ces communautés internes de bénévoles, on transforme l'organisation. D'une part, oui, des plans de transformation pensés par les ressources humaines, par la direction générale, plutôt descendants, et d'autre part, une dynamique montante pour transformer, par les deux bouts, l'organisation. Et il me semble que ce modèle-là, du mécénat revenu en entreprise et qui continue son œuvre volontaire, elle est inspirante. Alors, en conclusion, pour prendre un peu de hauteur, pour prendre de la hauteur, à la Fabrique Spinoza, nous cherchons un soutien en mécénat sous forme de conseil juridique en fiscalité associative, à bon entendeur. Ça, c'est l'envolée lyrique de mon discours. Et toute autre forme, d'ailleurs, de soutien à notre magnifique projet, le mouvement du bonheur citoyen. Mais plus sérieusement, pour donner un peu d'envolée à ces quelques paroles, moi, je me disais la chose suivante. Je me disais tout d'abord, on a tendance à considérer le mécénat comme quelque chose de à côté de l'activité de l'entreprise. Oui, c'est sympathique, c'est une petite danseuse, c'est un peu chouette. Est-ce qu'on n'est pas en train, peut-être, de se dire que c'est une composante intrinsèque, substantielle, consubstantielle, je ne sais pas un mot comme ça, de l'entreprise? À la Fabrique Spinoza, il y a quelques mois, nous avons produit une note qui s'appelait « Plaidoyer économique et humaniste » pour une redéfinition de l'entreprise et de son objet social, en prenant en compte les hommes et l'environnement. On a fait un lobbying positif, un plaidoyer auprès de Bercy, auprès du ministère de l'Environnement, auprès de Muriel Pénicaud, pour que l'article 1833 du Code civil rajoute à la définition de l'entreprise, certes l'intérêt des actionnaires, mais aussi la prise en compte de l'intérêt des collaborateurs et la préservation de l'environnement. Et pourquoi pas, peut-être un jour, qu'on rajoute à cela aussi, eh bien, la prise en compte ou la contribution au bien commun. Je pense que ce monde dans lequel le mécénat, la générosité et l'altruisme seraient d'un côté et le monde capitaliste dur de l'entreprise serait de l'autre, est en train de disparaître. Et pour moi, cette loi Pacte, qui est en ce moment en train d'être examinée au Parlement pour redéfinir l'objet social de l'entreprise, elle va dans ce sens-là. Et ma conclusion ultime, qui pour moi est une fleur envoyée à Pro Bono Lab, c'est que tout à l'heure j'ai un petit peu menti quand je vous disais que Jacques Leconte pensait que l'homme était bon dans son livre La bonté humaine. Oui, c'est vrai, mais il nous dit quelque chose qui est encore plus fort pour ceux qui seraient ou bien ne croiraient pas à cette vision du monde, auraient vu des exemples contraires dans leur vie. Eh bien, il dit que c'est le cadre que l'on crée qui permet l'expression de cette bonté. Et il prend un exemple, il dit on va faire jouer des hommes et des femmes à un jeu de gestion de ressources, de forêts, ce type de jeu. Première équipe, on leur dit,
Ce jeu s'appelle Wall Street. Deuxième équipe, on lui dit, ce jeu s'appelle le jeu de la communauté. Dans le deuxième cas, le nombre de joueurs à collaborer entre eux est double par rapport à celui qui s'appelle Wall Street. On n'a rien changé d'autre que le nom du jeu. Les règles sont les mêmes, l'objectif est le même. On a simplement changé le nom du jeu. Pour moi, c'est ça l'effet cadre. Sommes-nous en capacité de créer un cadre qui permet aux entreprises, aux hommes et aux femmes de livrer cette magnifique bonté et beauté humaine, générosité aux autres? Et je conclurai donc en disant merci à Pro Bono Lab d'être un petit morceau, une petite contribution à la création de ce cadre pour l'expression de la bonté humaine. Je vous remercie.